Vous écoutez le grand débat issu de l'épisode S209 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le 14 avril 2021 et présenté par MPB, la plateforme en ligne pour les équipements photo et vidéo d'occasion. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec les photographes Jean-Baptiste Pellerin, alias Back to the Street, Frédéric Michaud, alias Gogo Jungle et Bernard Joliva, pour parler de photos urbaines. Alors en quelque sorte, tous les trois, vous pratiquez une photographie urbaine à votre façon. Évidemment, et on va le voir en détail au cours de ce grand débat, le terme de photo urbaine est très vaste et peut inclure aussi bien du reportage, du portrait et même du paysage. Alors Jean-Baptiste, toi tu t'es fait une spécialité du portrait de rue, du portrait posé et non volé. Tu sillonnes donc la ville à la rencontre de ses occupants. Tu réalises la plupart du temps des portraits en couleur, de pied et de face, de passants, de travailleurs, de SDF, peu importe. Tes sujets t'offrent leur regard, un sourire, une attitude, un mouvement. Ils posent et tu mets en scène en les intégrant dans leur environnement, dans la ville et la rue. Ta démarche ne s'arrête pas juste à la prise de vue, tu réalises aussi de petits tirages sous verre que tu cimentes littéralement sur les murs de la ville. Pour découvrir ton art, il faut avoir l'œil, il faut prendre le temps de s'arrêter et d'observer. Frédéric, pour ta part, tu t'es spécialisé dans la photo urbaine avec effet waouh. Tu réalises le plus souvent des paysages urbains grandioses avec des vues incroyables depuis les hauteurs de Paris en mettant à l'honneur ses plus beaux monuments. Tes photos tendent vers une perfection idéalisée. Cadrage, lumière, rendu couleur, atmosphère, perspective, reflet. À la frontière entre le paysage et l'architecture, tu offres aux spectateurs via ton compte Instagram une vision rêvée de la capitale, un Paris de carte postale. Et enfin, Bernard, tu as une approche plus reportage de la photo de rue. Tu cherches à capturer la vie telle qu'elle est dans la ville avec discrétion, sans te faire voir sur le vif. Ton regard te permet de construire des images complexes qui racontent une histoire, parfois dramatique, parfois drôle, parfois banale. Tu joues avec ce que la rue t'offre pour ta composition. Des scènes de vie, des lumières, des ombres, des architectures, des paradoxes. Alors, ma première question vous est donc adressée à tous les trois. Pourquoi la ville est un terrain de jeu si particulier pour un photographe? Et on va commencer par écouter Bernard sur ce sujet. Alors le terme terrain de jeu est bien choisi parce qu'en fait quand j'étais gamin, quand j'avais 8, 10, 12 ans, je parcourais la ville un peu dans tous les sens, c'était le spectacle quotidien. C'était aussi une autre époque où la ville était beaucoup plus vivante, disons, que maintenant. Donc finalement ce côté terrain de jeu m'est resté. Et puis j'ai aussi toujours en tête, pas quand je photographie parce que là je pense plutôt à m'imprégner de la ville, mais j'ai une approche qui est en fait celle de la dérive, qui est chère au mouvement situationniste, c'est-à-dire que je me laisse aller au feeling et je réagis au feeling. Pour ta part, Jean-Baptiste, est-ce que c'est un terrain de jeu aussi et comment tu procèdes, toi, qui fais beaucoup de photographies de gens pour les aborder? Alors moi, le terrain de jeu, ça me va très bien aussi, déjà parce qu'en fait, disons que j'ai plus l'impression de jouer que de travailler quand je suis dans la rue tous les jours. Et, euh, et sinon, juste, qu'est-ce que l'autre question, c'était comment j'aborde les gens, c'est ça? Ouais. Très simplement, je vais les voir et je leur demande si je peux faire une photo d'eux. Oui, à chaque fois tu fais de la mise en situation, tu prends pas des photos comme ça à l'improviste. C'est-à-dire qu'en fait, j'aborde la personne quand je sais enfin, quand je pense qu'il y a moyen de faire une photo, c'est-à-dire quand je pense que le sujet, la lumière et le décor vont faire en sorte que la photo va être possible. Donc, si c'est pas le cas, j'aborde pas la personne ou alors je la suis jusqu'à ce que ce soit le cas. Et comment ils réagissent les personnes quand tu les abordes pour leur demander de les photographier? Eh ben, il y a toutes sortes de réactions, autant de réactions qu'il y a de personnes différentes. Raconte-nous Donc, un peu. en gros, 50% me disent non, Ouais. et 50% me disent oui. Après, à l'intérieur de ces deux groupes, il y a plein de façons de dire oui, plein de façons de dire non. Et tu cherches quoi dans tes sujets? Qu'est-ce que tu cherches à montrer exactement? Oh, qu'est-ce qu'on cherche? Difficile à savoir, mais disons que ce que je cherche à faire, enfin, je vais pas en parler pendant trois plombes, mais je cherche déjà à faire une bonne photo, ce que j'appelle une bonne photo. Donc ça, c'est pas hyper facile, c'est même très difficile. On le sait tous ici. Donc, euh, donc, voilà, c'est ce que je cherche à faire, c'est à faire une photo qui me plaise.
Et toi, Frédéric, c'est quoi une bonne photo pour toi? Bon, c'est une bonne question. Alors, une bonne photo pour moi, c'est un bon lieu, déjà un bon spot. On se donne suffisamment de mal pour les trouver. Et puis un bon moment. Avec mes camarades, on bosse beaucoup sur les lumières, sur les moments. C'est pour ça qu'on a commencé à proposer des ateliers sur les monuments de Paris aussi, aux meilleures heures, hein, si possible, heure dorée, coucher de soleil, heure bleue. Voilà, moi c'est pour moi c'est ça une bonne photo, et c'est un moment souvent aussi très très rare. Et comment tu fais, Frédéric, pour trouver tous ces points de vue complètement dingues? Comment tu accèdes à tout ça, aux toits de Paris, aux terrasses des hôtels? Enfin, comment tu fais? C'est pas mal de temps. Je suis très très bien aidé en fait. J'ai beaucoup de camarades qui sont beaucoup plus explorateurs que moi, parce que maintenant je commence à me faire vieux. Tu vois, commencer à grimper sur des toits, des échelles, des trappes, tout ça. J'aime bien qu'on me prépare le terrain. Non, mais plus simplement beaucoup d'exploration. Pour les hôtels, c'est pas mal de réseaux avec le temps. Ça fait à peu près 5 ans et demi que je fais ça maintenant, donc je commence à avoir pas mal de bons contacts. Hein. On a pas mal de bons contacts aussi avec les monuments, hein, que ce soit la Tour Eiffel, les centres des monuments nationaux. Donc c'est autant d'interlocuteurs qui nous permettent d'accéder à des lieux, comme tu dis, rares et précieux. Et qu'est-ce que tu cherches à montrer dans tes images au final? Que Paris peut être beau. Tu sais, moi j'ai commencé la photo vers 2015. C'était un peu la période des attentats, tout ça. Les touristes partaient. C'était compliqué, très compliqué. Là, on le retrouve avec la Covid. Donc, on a envie que les gens reviennent. On a envie de la magie de Paris. Pas forcément la magie d'Emily in Paris, mais quand même montrer que notre ville peut être belle. Et c'est vrai que c'est un débat qu'on voit beaucoup en ce moment. Les poubelles, les ordures, les grues, tout ça, c'est pas beau. Et ben non, Paris peut être beau aussi, et pas simplement à travers le regard du photographe. Toi, Bernard, comment tu procèdes dans la rue quand tu déambules avec ton appareil, toi qui aimes bien les instants décisifs ou capter les choses de manière spontanée? Alors en fait, il faut se mettre en phase avec la rue. Il faut être extrêmement réceptif. C'est-à-dire, il faut chercher ce qui se passe, mais sans être réellement obnubilé. Disons que ça consiste en fait à se laisser aller comme je le disais précédemment, au feeling, et à ce moment-là d'être extrêmement réactif. C'est-à-dire que quand quelque chose se produit, on peut plus penser à la technique, elle doit être une seconde nature. Ça veut dire que tu as tout le temps un appareil sur toi? Oui, alors évidemment quand je fais mes courses, je l'ai sur moi mais j'ai pas le doigt sur le déclencheur, mais quand je suis en situation de photo de rue, à ce moment-là, j'ai l'appareil à la main, j'ai le doigt sur le déclencheur et il faut pratiquement que l'appareil réagisse en même temps que la pensée. On voit quelque chose et ça déclenche avant même qu'on ait analysé à fond ce qu'on a vu. C'est une question vraiment où la réactivité joue énormément. Et comment tu fais, Bernard, pour photographier sans être vu? Est-ce que tu te caches? Est-ce que tu vas vite? Comment tu fais? Il y a un peu de tout ça, mais en fait, en réalité, les gens ne voient pas tellement ce qui se passe autour d'eux. Les gens, quand ils sont dans la rue, quand ils se promènent, ils sont pris dans leurs propres idées, dans la raison pour laquelle ils sont dans la rue. Souvent, le fait de devoir aller à un endroit, que ce soit le lieu de travail, le lieu d'achat et tout. Et en réalité, les gens sont très peu sensibles à ce qui se passe autour d'eux. Il m'est arrivé de photographier des gens avec un énorme Nikon quasiment sous leur nez et ils n'ont rien vu. De même, à contrario, si on essaye de se planquer, d'approcher comme si on avait affaire à des fauves, là on a une attitude qui n'est pas naturelle, on est repéré immédiatement. En fait, quand les gens voient un photographe, très souvent pour eux c'est quelqu'un qui prend des photos. Ils se sentent pas aussi impliqués que beaucoup de gens l'imaginent. Donc finalement, photographier des gens à leur insu, pour peu qu'on soit soi-même naturel, c'est extrêmement facile. Et ça vous arrive tous les deux, Jean-Baptiste, Frédéric, de prendre des photos de manière furtive, un petit peu à l'insu des personnes aussi? Moi, je l'ai fait pendant presque 30 ans, donc je sais exactement de quoi Bernard parle. Donc moi, j'ai fait que ça jusqu'à il y a à peu près 7 ou 8 ans, où j'ai commencé complètement changer ma manière de faire et j'ai décidé de ne plus le faire. Donc, à part dans des très rares occasions, ça peut arriver, mais c'est très très rare que je fasse des photos sans demander. Pareil, moi je le fais aussi pas mal. C'est pas forcément quelque chose que je partage. Je suis pas forcément très à l'aise par rapport à la vie privée, le droit à l'image, hein, même si
on connaît tous les règles. Donc c'est des photos que je prends pour moi, mais je tiens beaucoup au respect de l'intimité, de la vie privée des gens. J'ai pas envie qu'on me prenne chez moi, donc c'est pas quelque chose que je fais, c'est quelque chose que je fais, pardon, mais que je ne partage pas forcément. Et alors, c'est quoi les conditions idéales pour faire de la photo urbaine? Alors, j'entends par condition, voilà, est-ce qu'il y a une météo particulière, un moment de la journée qui est mieux qu'un autre pour photographier la ville? Peut-être Frédéric, toi qui joues beaucoup sur ces clairs-obscurs, donne-nous un peu tes checklists idéales pour sortir avec ton appareil. Alors, beaucoup te diront le matin, l'heure bleue du matin. Moi, je suis pas du tout du matin, donc ça c'est un petit peu compliqué. Mais il y a surtout ce moment que j'aime beaucoup. Pour moi, c'est l'heure bleue du soir, tout simplement. Il y a un moment absolument magique sur Paris, juste après le coucher du soleil, il y a une espèce d'heure grise, et d'un coup, toute la ville s'éclaire. Tu vois les premiers lampadaires qui s'allument, les ponts qui s'illuminent, les premiers monuments qui s'allument. Et ce moment-là, tu sais, t'as l'impression que c'est comme dans la pub, tu sais, quand t'as la fille qui saute sur le toit et que t'as tout l'Eiffel qui scintille, bah c'est ça. À un moment donné, t'appuies sur le bouton et tout s'éclaire. Et ce moment-là, si tu as une météo clémente avec un beau ciel bleu bien profond, c'est des moments splendides et magiques. Et toi, Jean-Baptiste, est-ce qu'il y a un moment de la journée privilégié pour ton travail, pour avoir une lumière particulière peut-être? Il n'y a pas vraiment de météo idéale. Toutes les météos peuvent me plaire. La pluie, la neige, le vent, le temps, le beau temps. Enfin, je pense que tout peut m'intéresser. Par contre, c'est vrai que la fin de journée, en général, est quand même mon moment préféré. C'est le moment entre chien et loup, où surtout dans la ville, l'intensité de la lumière artificielle est la même que l'intensité de la lumière du jour. Et à ce moment-là, effectivement, la magie opère. Vous avez continué tous les trois là, à photographier, même avec les couvre-feux qu'il y a eu en hiver, qui du coup interdisaient la plupart du temps, enfin facilitaient pas forcément les choses d'ailleurs, pour avoir les bonnes lumières. C'était un peu frustrant d'arriver au moment où il y a les belles lumières et d'être obligé de regarder la montre en se disant on a une demi-heure, trois quarts d'heure pour rentrer chez soi, se boucler et regarder les belles lumières du soir se dérouler sans qu'on intervienne. Moi, cet hiver, j'ai pu parce que je travaillais, donc c'est l'avantage d'être enseignant sur Paris, c'est que je sortais de l'école et puis je me baladais encore un petit peu. Alors c'est beaucoup plus simple quand le soleil se couche à 5h30. Là, c'est beaucoup plus compliqué à 9h en ce moment. Donc je me débrouille éventuellement avec certains lieux, des hôtels qui me donnent des attestations pour pouvoir continuer à travailler tout simplement. Pour éviter la frustration parce que c'est terrible. Moi, je continue tout comme d'habitude. Tout comme d'habitude, et si je me fais arrêter par la police, je leur donne un petit billet, ça passe très bien. Je rigole, hein. Ok. Quels sont vos maîtres, vos inspirations et selon vous, les photographes un peu précurseurs de la photo de rue? Bernard? Bon, moi, c'est évidemment ni Dieu ni maître, sauf ceux des années 60, c'est-à-dire, évidemment, ce serait un lieu commun que je cite Cartier-Bresson, Douaneau, Guilleroni et d'autres, mais il y a des photographes américains que j'aime beaucoup, qu'on a un peu oubliés, comme Lee Friedlander, comme Winogrand, bien sûr, ça pour la photo de rue, il est tout à fait incontournable, mais je pense à des gens qui travaillaient pour Magnum, Burt Glynn et autres, qui étaient des photojournalistes et qui faisaient à l'époque de la photo de rue sans que le terme était utilisé. Il faut pas oublier que le terme est récent. Et quand j'ai commencé la photo de rue, le terme photo de rue n'existait pas. Tout simplement, on photographiait la vie, on photographiait les gens, et puis ça s'appelait photo documentaire, photo reportage, mais le terme photo de rue est quand même venu très très récemment. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui on parle plus de photos urbaines en vous réunissant tous les trois que de street photo ou de photo de rue, qui est encore une niche, un genre au sein de la photo urbaine. Vous, Jean-Baptiste, Frédéric, vous avez des influences aussi qui vous ont guidé, aiguillé dans votre pratique? Moi, j'ai que ça, des influences, effectivement. Je pense que tout le monde a des influences, mais en matière de maître, non, je n'ai pas spécialement de maître. D'ailleurs, moi, j'aime les photos plus que les photographes. Donc, des photos me plaisent. Quelquefois, je ne sais pas qui les a prises. Ça ne me dérange pas. Et pour ce qui est des soi-disant maîtres, je trouve qu'ils ont des excellentes photos et d'autres qui ne m'intéressent pas. Donc, ensuite, mes influences, elles sont à chercher dans la peinture et pas que dans la photo, et surtout dans le cinéma. Et je pense que le cinéma m'influence plus que la photo. T'as des références dans le ciné? Des milliers de références, trop. C'est regarder des films, s'en souvenir, ça reste dans ta mémoire, ce que tu as vu, des scènes,
des plans. Non, j'ai pas de référence. J'ai plein de cinéastes que j'adore et plein de films que j'adore, mais voilà, c'est comme la photo, c'est un tout, comme la peinture, c'est tout ce que je regarde m'influence. Et toi, Frédéric? De la même manière, je suis totalement d'accord avec mes deux collègues. Je me souviens quand j'étais au lycée, il y a un prof qui disait parfois on regarde à l'extérieur et on se dit tiens, on dirait un Van Gogh et quand il y a une belle lumière, c'est un petit peu pareil en fait au quotidien. Et c'est vrai que j'ai les mêmes influences, complètement les mêmes influences. Est-ce que vous avez l'habitude de travailler en série les uns les autres et comment vous construisez votre travail et quelle est la part de repérage, d'anticipation dans ce travail-là? En fait, je fais du pré-repérage, c'est-à-dire que je sais grosso modo où je vais prendre mes photos, mais une fois que je suis sur place, je peux changer complètement de plan, décider d'aller ailleurs, et c'est justement ce côté aléatoire qui fait qu'on se retrouve parfois face à des situations totalement inattendues. En photographie de rue, il ne faut pas préparer. Et ce que disait Cartier-Bresson aussi, c'est qu'il faut laisser venir, parce que si on veut, on n'obtient rien. Et ça, c'est extrêmement important dans la photo, du moins telle que je la pratique. Ça dépend. Tu es d'accord avec ça, toi, Jean-Baptiste? Parce que toi, tu formalises quelque part en faisant des collages ou Enfin voilà, tu as une série quelque part qui est déterminée. Ton travail est peut-être guidé par les collages que tu vas faire par la suite, non? Non, pas du tout. Non, 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 il y a une grosse différence entre ma partie photographique et ma partie collage. Déjà, je suis photographe depuis beaucoup, beaucoup d'années, bien avant de faire des collages. Et je colle dans la rue des photos que j'ai faites quelquefois il y a 20 ans, aussi bien que des photos que j'ai faites hier. Donc, c'est vraiment deux choses différentes. Je fais mes photos, ça c'est une partie de moi. Et je colle mes photos, c'est une autre partie de moi. Donc, moi, comme Bernard, le repérage, je le fais à chaque fois que je suis dans la rue, c'est-à-dire tout le temps. Donc je repère des endroits, je dis, ça serait bien qu'un jour, à cet endroit-là, ça peut être sympa si je croise quelqu'un qui sera un peu comme ça, à cet endroit-là, ça sera parfait. Et sinon, je me laisse guider par l'instinct de la même manière que Bernard. Je marche sans savoir trop où je vais, je tourne à gauche, je tourne à droite. Et je suis un photographe impatient, donc je suis pas du tout quelqu'un qui va m'arrêter sur un spot en attendant que quelqu'un passe, ou en tout cas pas plus de 5 minutes, c'est vraiment mon grand maximum. Je suis plutôt quelqu'un qui avance, je marche, je marche, je marche. Et quelquefois je trouve, quelquefois je trouve pas. Par exemple, hier, j'ai pas déclenché une seule fois mon appareil dans toute l'après-midi. C'est rare, mais ça arrive. Grosse préparation. J'allais dire forcément, parce que quand on cherche les belles lumières, ça demande énormément de temps. Donc on va chercher un peu l'alignement des planètes. Pour moi, ça va être l'alignement des astres, le coucher du soleil, les bons angles. Voir le matin s'il y a eu un joli lever de soleil. Le soir, on sait que ce sera à peu près la même chose. Donc en fait, on s'oriente énormément. Donc je sais dès le matin à peu près où je vais aller et les spots que je vais pouvoir faire. Quelle place vous accordez à la post-production dans votre travail? Jean-Baptiste, peut-être pour commencer. Ben, elle est assez importante, je dirais quelquefois un peu malheureusement, parce que ça m'oblige à être un peu sur mon ordinateur et je préfère être dans la rue ou faire autre chose. Mais ouais, effectivement, chacune de mes photos nécessite une petite post-production. Elle n'est pas énorme, ça dépend des photos. Et pour moi, l'idéal, c'est quand il n'y en a pas du tout, mais c'est rare. Il y en a toujours un petit peu. En fait, elle se limite à éclaircir et à assombrir des zones de l'image. Donc, je repeins un petit peu sur ma photo, en fait, d'une certaine manière. Et c'est rigolo à faire, sauf que je trouve que ça prend un peu trop de temps, à mon goût. Et toi, Frédéric? Ça dépend totalement des photos. Il y a des photos qui ont demandé beaucoup de temps, surtout dans les dégagements d'ombre. Ça dépend des heures. Tu sais, tu as des heures bleues qui peuvent tomber très très vite. Et sur les toits de Paris, c'est pas toujours évident. Et puis parfois, ça demande juste quelques secondes, effectivement, des ombres, des lumières, de hautes lumières, un petit peu de balance des blancs. Mais comme je te disais tout à l'heure, je travaille beaucoup sur mon téléphone portable quand je rentre à la maison, dans ma petite campagne après Paris. Et ça dépend vraiment des fois. Mais oui, il y a un travail de post-production, bien évidemment. Toi, Bernard, tu fais un gros boulot de post-prod ou t'es de l'école, je shoot en JPEG et j'exploite directement? Non, je shoot en RAW et comme j'ai quand même un passé de chef de labo en argentique, je retrouve le plaisir entre guillemets du labo dans le labo électronique, si on peut dire. Et en fait, je suis aussi extrêmement perfectionniste, donc je trouve toujours à redire à chacune de mes photos. Donc ce sont des petites interventions au niveau du contraste, de la colorimétrie et tout, ou du noir et blanc quand je fais de la conversion noir et blanc. Mais toutes mes photos sont toujours reprises avec l'ordinateur. Et puis comme j'ai un passé aussi dans la presse informatique, être devant l'ordinateur ne me gêne pas du tout. C'est l'autre aspect du plaisir de photographier.
Alors s'il y a bien un moment assez extraordinaire qu'on a tous vécu, c'est évidemment le premier confinement avec Paris qui s'est totalement vidé, des rues désertes. Est-ce que vous avez continué à pratiquer votre art pendant cette période si particulière? Jean-Baptiste? Alors, moi, j'ai effectivement continué à travailler pendant le confinement. Donc, au tout début, c'était très, très particulier. C'était vraiment la ville morte, hein. C'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas revu depuis. Donc, j'ai sillonné Paris. Je circule beaucoup en vélo, hein, et je cherchais des gens à photographier. Je trouvais pas grand-chose. Assez rapidement, j'ai photographié beaucoup de SDF parce que c'est les seuls qui étaient dans la rue et qui continuaient à vivre normalement. Et ça, ils m'ont fait beaucoup de bien. Et donc, voilà, j'ai essayé de leur rendre hommage aussi à ce moment-là. Et un peu, petit à petit, plus le temps avançait, plus les gens commencent à sortir un peu, des jeunes parents sortaient avec leurs enfants, etc., etc. Et donc là, pour moi, c'était parfait. Les décors étaient beaucoup plus faciles à utiliser puisqu'il y avait moins de monde dans la rue et les gens étaient sûrement plus disponibles. De toute façon, ça continue jusqu'à aujourd'hui. On vit une période particulière et donc on peut faire des choses particulières dans une période particulière et j'en profite. Je crois que je profite beaucoup de la période depuis un an. Bernard, du coup, comment tu as géré cette période de confinement d'un point de vue photographique? Alors le premier confinement, j'étais en endroit privilégié puisque j'étais à la fenêtre d'un immeuble qui donne sur le boulevard Jourdan. Et pendant les 55 jours du premier confinement, j'ai pris 150 photos qui sont maintenant dans mes archives. C'est une époque révolue. Par contre, j'ai fait une vidéo en noir et blanc des meilleures photos qui est dramatisée avec une musique de Penderecki. Et donc, c'est un moment à part. Disons que j'ai pas eu envie de refaire un autre journal du confinement pour le deuxième et encore moins pour le troisième. Le premier était effectivement réellement un moment un peu particulier. Parmi les outils que vous utilisez en tant que photographe de rue, qu'est-ce qu'on trouve dans vos sacs photos respectifs? Comme disait Bernard tout à l'heure, à peu près toutes les focales. Donc, moi, je travaillais beaucoup en micro 4 tiers, donc j'ai l'avantage d'avoir du petit matériel, donc un équivalent 300 voire 400 mm, un grand angle en équivalent 14 mm, et puis une focale un petit peu plus standard. Donc j'ai en permanence dans mon sac en fait, parce que on a besoin de tout, de la cheminée au premier plan jusqu'au monument très très loin. Jean-Baptiste, tu travailles avec quoi? Alors moi déjà, j'ai pas de sac photo, donc ça j'ai enlevé ça il y a quelques années de mon matériel. Donc j'ai juste un appareil photo en bandoulière avec un 50 mm uniquement, et je ne fais que ça. Et voilà, ça me va très bien. Bernard? Quand je fais des villes en Europe ou ailleurs, j'emmène un fourre-tout avec un peu toutes les focales. Je ne privilégie pas des focales en particulier. Je peux très bien faire de la photo de rue au téléobjectif, même si les puristes n'en veulent pas. Et en fait, quand je vais dans des zones qui sont un peu plus délicates, je pense à le dernier grand voyage que j'ai fait, j'étais au Pérou. Lima, c'est une ville qui est quand même pas tout à fait fréquentable dans certains quartiers. Et là, j'emmenais un Fuji X Pro 3 avec un équivalent de 40 mm qui passait très bien disons. Écoutez, merci beaucoup tous les trois d'avoir un peu partagé votre travail, la manière dont vous faites de la photographie dans la ville. J'espère que ça aura inspiré ou donné des idées à certains de nos auditeurs.